Madame Zucker, comment choisit-on les études que vous avez faites? Qu'est-ce qui vous a poussé? Tout au début, vous êtes jeune, vous avez 15-16 ans. Quel est le déclic? Moi j'ai commencé par la philo, hein. Oui. Oui, et j'ai commencé à lire de la philo très jeune, en fait, vers 12 ans je crois. Et la raison est très simple. Quand j'allais en vacances avec mes parents, je crois que je devais avoir 8 ans, ma mère me filait des livres de philo pour me faire faire la sieste. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et finalement, je ne dormais pas, j'étais passionnée par ce que je lisais. Et donc voilà, mes études de philo sont venues très naturellement. Oui. Et sont venues aussi suite au fait que je voulais d'abord aller à l'INSAS pour être actrice. Et j'ai été refusée. Et donc, mon autre passion, c'était la philo. D'accord. Donc, voilà. Oui. Les Grecs, les anciens aussi Ah oui, les présocratiques, j'aime voilà. beaucoup. Et puis toutes sortes de philosophes, dont Nietzsche était mon philosophe principal, je dirais. Vos passions en lecture? D'une manière générale? Oui. Alors je suis très très amoureuse de Stefan Zweig. Oui. Il y en a une flopée. On lisait beaucoup chez vous quand vous étiez jeune? Oui, oui. Oui. Les parents lisaient, ils avaient... Oui. D'accord. Oui, aussi les journaux, ce que moi je lis beaucoup moins. Sinon, oui, il y en a quand même Dostoïevski, enfin bon, il y en a une flopée. C'est surtout les classiques, je dois bien avouer, Stendhal, Flaubert. Et maintenant, à l'heure actuelle? Alors à l'heure actuelle, je dois bien avouer que je lis moins parce que je lis beaucoup pour mon travail. D'accord. Mais beaucoup. Beaucoup d'ouvrages scientifiques. Beaucoup d'ouvrages scientifiques, oui. Surtout que, comme j'écris, j'aime bien aussi... Oui, j'ai vu que c'était très fouillé au niveau de la documentation, voilà. Dans l'un comme dans l'autre. Oui, c'est une nécessité. Donc j'accumule beaucoup de connaissances dans le domaine. Et il n'y a que par la lecture, ou les séminaires, les formations, voilà. Donc je passe beaucoup de temps à ça, à apprendre aussi. Quand on s'est rencontrés il y a déjà, maintenant, une bonne quinzaine d'années. Donc, on n'avait pas encore parlé du premier que moi j'ai, mais quand avez-vous commencé à éditer pour le grand public? Alors, je ne suis pas douée pour les dates, moi, mais dans mon premier livre, Penser la crise, c'est celui-là auquel vous faites allusion. Je ne sais plus. Ah ben voilà, donc le temps passe vite. Je ne sais plus de quand il date. Je crois qu'il y a eu une réédition en 2012. Oui. Je pense. C'est un besoin ou une envie de communiquer, d'élargir le public, de moins s'adresser aux professionnels? Oui, c'est-à-dire que moi j'écris toujours sur le coup de la révolte. D'accord. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui me révolte, et que j'ai une expertise dans le domaine, bien sûr, dans ce cas, je suis animée par ce désir d'écrire, de partager et de transmettre. D'accord, oui. C'est vraiment ça. Oui. Mais alors cette formation que vous avez faite aux États-Unis ou au Québec, oui, d'abord au Québec, mais ça c'était une toute petite formation au Québec, oui. Aux États-Unis, c'était plus important. Mais enfin, vous affinez un petit peu votre jugement et vous devenez profileuse. Voilà. C'est un petit peu, c'est à ce moment-là que moi je vous rencontre, que je vous connais, et que nous commençons à vous découvrir. Donc voilà, ça c'est une expertise que vous allez acquérir, mais nous allons surtout parler maintenant du dernier ouvrage qui vient de sortir, sur le viol. Là, vous abordez une problématique qui est quelque chose qui nous concerne tous les jours, on en parle tous les jours, on en entend parler à la radio, à la télévision, dans la vie courante, il y a des gens que nous croisons. Mais quand je lis votre bouquin, dès l'introduction, je suis effrayé. Nous sommes entourés de fauves. De fauves? Oui. Ces gens sont en chasse perpétuelle. Oui, d'accord, mais enfin, on n'est pas entouré par eux quand même. C'est pas une majorité de personnes. Ouais, mais quand on regarde les pourcentages, on a vite croisé 1000 personnes, et sur les 1000, il y en a quand même quelques-uns. Alors,
il faut être prudent quand même, parce que oui, parce que je veux vraiment dire très très clairement, est-ce que je passe mon temps à dire ça, c'est que tous les hommes ne sont pas potentiellement des violeurs. D'accord, c'est quand même très important. Il faut certaines spécificités, c'est quelque chose qui a évolué sur le long cours, depuis l'enfance, donc on ne s'invente pas violeur du jour au lendemain. Et d'ailleurs, encore une fois, le viol, c'est pas une histoire de sexe, hein, c'est pas un désir sexuel, c'est pas une pulsion qui déborde, pas du tout, c'est un désir de pouvoir. Donc vous voyez déjà que ça ne concerne pas tout le monde. Alors les chiffres sont variables, on va dire. Il y a des recherches où on montre que c'est 6% de la population masculine. D'autres recherches montrent que c'est 12%, et puis on a une recherche de l'ONU qui est évidemment la plus pessimiste de toutes, et dont le chiffre avoisine les 24%. Mais ce qui est important, et ce qu'on ne sait pas, c'est que les violeurs sont des récidivistes dans plus de 70%. C'est ça qui est important. C'est quand on arrête quelqu'un, au lieu de se dire que c'est un dérapage ou un jeu sexuel qui a mal tourné, ou voilà, toutes sortes de choses, de circonstances atténuantes et des justifications, on ferait mieux de se poser la question de savoir à qui on a affaire. Peut-être que c'est ça, ça peut arriver, peut-être que c'est ça. Mais souvent, ce n'est pas ça. Et donc, il faut comprendre à qui on a affaire, et pour ça, il faut faire une enquête en bonne et due forme. C'est ce que vous invitez bien souvent, à ne pas négliger justement les antécédents et justement cette enquête qui est à mener sur l'enfance, déjà, sur le cadre de vie du personnage, pour voir s'il n'y a pas un prédateur à portée de main. Parce que bien souvent, il glisse entre les doigts des policiers, parce que le type est un manipulateur aussi. Oui, voilà. Et puis que de l'autre côté, on n'a pas nécessairement ni l'information, ni la formation nécessaire que pour... ni le budget aussi, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont, ni le budget que pour mener des enquêtes comme il faut. Alors oui, c'est aller voir dans son enfance, mais c'est pas là qu'on va avoir les réponses, hein. C'est dans ses ex-copines, les bars qu'il fréquente, les copains, les réseaux sociaux, voilà, c'est tout un ensemble de choses, c'est un peu une cartographie du fonctionnement du personnage. Oui, oui. C'est ce qu'on disait tantôt un petit peu justement, c'est aller voir l'entourage, aller voir les sorties, aller voir dans les lieux où les choses sont susceptibles de se dérouler, où les proies sont là. Oui. Là, c'est une enquête à mener. Oui. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment poussées, ces enquêtes-là? Est-ce qu'elles existent sur le terrain? Alors, c'est très aléatoire, en général non. C'est pour ça aussi que les sanctions qu'on a au niveau de la justice sont presque risibles. C'est des sanctions qui sont extrêmement légères. Par exemple, il y a eu un viol collectif, et les 6 agresseurs, il n'y en a pas un qui a reçu une peine de prison effective, mais au contraire, c'était le fait de faire une dissertation. Donc, à 6, ils ont violé une jeune fille, et ils doivent juste faire une dissertation sur l'égalité des hommes et des femmes, et du respect des femmes. C'est justement ça que j'ai bien aimé dans l'ouvrage en question aussi, c'est la structure de l'ouvrage. 4 chapitres, qui sont, je vais dire, bien orchestrés l'un par rapport à l'autre, mais c'est un petit peu toutes les ramifications que vous donnez chapitre par chapitre dès le départ, et quand vous parlez un petit peu des faux préjugés, là c'est déjà quelque chose d'interpellant. Là. Ce que nous pouvons avoir comme regard sur la problématique, alors qu'en réalité c'est tout autre chose. Oui. Oui, c'est assez contrasté. Hein. Oui, parce qu'on n'imagine pas, hein, on est là avec nos valeurs, voilà. et notre perception, et on ne se rend pas compte que les gens ne fonctionnent pas nécessairement comme nous, quoi. Enfin, du moins, certaines personnes ne fonctionnent pas nécessairement comme nous, et qu'ils ont d'autres préoccupations. Quand on recherche des proies, c'est évident qu'on fonctionne différemment. Et c'est cette acceptation de la différence qui est probablement très compliquée. Bon, par rapport au viol, vous abordez aussi à un moment donné le jeu amoureux. Il faut voir un petit peu quand l'autre accepte, si l'autre n'accepte pas. Mais à l'heure actuelle, on aurait presque peur de regarder quelqu'un dans les yeux sans se faire attaquer.
qu'est-ce que tu me veux, directement. Donc là aussi, il y a la société qui est très, très, très prudente pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais c'est-à-dire que quand on regarde, je veux dire, une jeune femme dans les yeux, si elle est accompagnée, tout de suite, vous voyez, qu'est-ce que tu lui veux. Voilà. Donc il y a une susceptibilité directement, quoi. Les gens sont sur leur garde, quoi. Je ne sais pas si c'est plus qu'avant, au moins qu'avant. Mais avant, on osait draguer, entre guillemets. Ah, dans ce sens-là, oui. Vous voulez dire d'oser draguer? Oui. Ah, mais ça dépend comment. Ça dépend comment. Je crois que ce qui n'est plus acceptable aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des hommes qui sont lourds, insistants, ou qui font des remarques qui sont inadéquates. Ça va pas passer, quoi. Ça passe plus. Mais en revanche, dire oh, je trouve que tu as une jolie robe, franchement, si on réagit mal pour ça, c'est un peu dommage, quoi. Parce que moi, voilà, je trouve que les jeux de séduction, c'est important, et c'est ludique et c'est très agréable, et je trouverais dommage de s'en passer, mais tout dépend comment. Vous dites un petit peu, donc, dès l'âge de 13-14 ans, il y a des gens qui ont déjà ça en eux. Ou bien est-ce qu'ils le découvrent, ou bien est-ce qu'ils le forgent en eux? Comment ce déclic se fait-il? Très difficile de dire comment ce déclic s'opère. On ne connaît pas exactement quelles sont les spécificités qui mènent vers une carrière criminelle. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que dès l'enfance, il peut y avoir des petits signaux d'alarme, comme par exemple de la violence à l'égard de la fratrie, mais de la vraie violence, à l'égard de la fratrie, ou camarades de classe, copains, tout ça. Puis alors, surtout, la cruauté envers les animaux. La cruauté envers les animaux, probablement, il y a un âge, vous savez, style 2 ans, ou quoi, où voilà, on ne maîtrise pas, on ne comprend pas, et il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Mais quand ça persiste, malgré le fait qu'on dise « tu lui fais mal, tu peux pas, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça, etc. etc. » et que ça persiste néanmoins, là il y a des questions à se poser. C'est ce que vous soulignez aussi dans l'ouvrage en question, c'est être attentif à tous ces petits signes, qui sont en réalité des sonnettes qui devraient, je veux dire, aller et attirer l'attention des enquêteurs ou des gens. Alors des enquêteurs, on peut pas refaire le chemin à l'envers. Mais donc c'est plutôt un rôle de l'école, c'est un rôle compliqué, mais qui demande oui, une certaine sensibilité, aussi une formation, comprendre qui est l'enfant, ce qui se passe, et certainement ne pas sauter sur des conclusions. En disant, oui, c'est un enfant impossible, non, essayer peut-être de pousser le raisonnement plus loin en se posant la question, mais qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Pourquoi est-ce qu'il est violent comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille, finalement? Oui, d'accord, mais quand il arrive à l'âge adulte, oui. Il va se marier, il va créer sa propre famille, mais le chasseur est toujours là. Il peut se marier ou pas se marier, créer sa famille ou pas, mais on va dire que ce fonctionnement reste présent, c'est ce besoin de pouvoir. Toujours. On ne va pas dire que les hommes politiques sont tous des violeurs. Mais non. Voilà. D'accord, pourtant ils aiment le pouvoir aussi, quoi. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on aime le pouvoir qu'automatiquement on est un violeur, ça ne va pas dans l'autre sens. C'est en revanche, les violeurs, d'une manière générale, ils cherchent à accomplir un besoin de pouvoir, à combler un besoin de pouvoir. Tiens, quel taux dans la genre féminine? Il y a un taux de femmes qui seraient susceptibles d'avoir, oui. Oui. Les pourcentages ne sont pas très clairs parce que c'est vraiment un sujet tabou. Et bon, ça c'est vrai que c'est un sujet compliqué de se dire que les femmes vont abuser par exemple des enfants, c'est aussi difficile à intégrer comme information, mais ça existe et on évalue le taux à 2% de la population féminine, mais on pense que ce taux est largement sous-représenté. Donc c'est ça que vous structurez aussi dans l'ouvrage, c'est le premier point, c'est les victimes. Oui. Leur apprendre à communiquer, à dire ce qui s'est passé, à oser. Ah, vous voulez dire dans leur déposition?
Oui. Ah. Comment, je vais dire, inculquer cette notion-là, ou bien c'est... Mais vous savez, déjà, il faut qu'elle soit bien accueillie. Voilà. Par des gens qui sont professionnels et formés en la matière. Alors ça va peut-être faciliter les choses. Et ce qui faciliterait certainement les choses, c'est si ce parcours n'était pas un parcours du combattant. D'accord. Parce qu'à à chaque étape, hein, c'est une longue procédure où il y a beaucoup de gens qui interviennent, avec beaucoup de spécialités et des disciplines différentes. C'est vraiment complexe. Et c'est toute cette procédure qui doit évoluer pour finalement arriver devant un tribunal qui soit adapté aussi. Parce que là aussi, il y a plein de problèmes. Le tribunal correctionnel, selon moi, n'est absolument pas adapté pour ce genre de problématique. Ça va vite, finalement c'est réduit à un délit, ce qui est quand même grave. Donc c'est pas plus grave qu'un vol de bicyclette. Et l'auteur s'en sort en général relativement bien. Donc, est-ce que tout ce parcours en vaut la peine? C'est une vraie question dans l'état actuel des choses. Encourager, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on encourage, on libère la parole et tout ça est très bien, et je suis tout à fait pour, mais il faut que le reste suive. Voilà. Et donc sur le terrain, il y a des gens, beaucoup de gens formés. Ah oui, oui. À Aussi bien dans le monde policier que dans le monde, je veux dire, médical, ou bien à l'accompagnement psychologique, il y a beaucoup de gens formés sur cette problématique-là. Et judiciaire. Et judiciaire. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est un parcours de combattant que vous avez entamé, là, presque. Ah oui, mais ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que je me bats pour ça. Parce que, bon, quand j'ai travaillé à Saint-Pierre, c'est vrai que j'ai été très vite confrontée à des femmes violées et que ça m'a très fort perturbée parce que je ne savais pas quoi faire. À ce point-là. Ah oui. À ce point-là. Oui, oui. Oui, oui, je l'ai écrit dans l'introduction que, voilà, je me retrouvais, je ne savais pas quoi dire. Finalement, je les évitais tellement j'étais mal à l'aise. Je me sentais probablement... Presque coupable, alors, de ne pas pouvoir. Impuissante. Impuissante. Impuissante, ne sachant pas quoi faire pour les aider. Alors il faut trouver les sources d'inspiration, alors. Voilà, c'est ce que j'ai finalement travaillé pour réfléchir, pour trouver quand même un processus pour que je me sente à l'aise et que je puisse les aider, effectivement. Et puis, en Europe, ça existait, ou bien vous avez dû aller chercher ça à l'étranger? Non, je n'ai pas été chercher ça à l'étranger, j'ai été chercher ça à l'intérieur de moi, à vrai dire. D'accord. Mais pourquoi vous et pas les autres? Mais les autres aussi, je n'étais pas la seule, non, et je ne suis pas la seule, loin de là. Mais voilà, on fait toujours avec ce qu'on est aussi, hein, et voilà. Donc, si je n'arrivais pas à les aider, c'est que j'avais aussi besoin de réfléchir sur moi pour comprendre qu'est-ce qui faisait que je n'y arrivais pas et qu'est-ce qui ferait que je pourrais y arriver finalement, qu'est-ce qui m'aiderait. Donc c'est toute cette réflexion-là que j'ai menée, et puis finalement j'ai trouvé une manière de les aider, comment dire, une approche psychothérapeutique aux urgences qui pouvait les aider, et effectivement ça les aidait. Et très vite j'ai téléphoné au parquet et à la police pour qu'on puisse collaborer, et ça a été beaucoup plus simple pour tout le monde. D'accord. Mais c'est une véritable déferlante, parce que les gens, la parole s'est un peu libérée, les gens ont osé s'exprimer. Il y a eu une vague impressionnante qui s'est présente. Il y a eu des cas à n'en plus finir, pour ainsi dire, parce qu'on se dit, mais ce n'est quand même pas, je vais dire, occasionnel, ce sont des choses qui existent, ce sont des tous les jours. Voilà, tous les jours. Mais c'était déjà comme ça. Hein. Oui, c'était déjà comme ça. En fait, je pense que ce qui change, je ne suis pas convaincue qu'il y a vraiment plus de viols qu'avant, je ne crois pas. En revanche, je crois qu'il y a plus de victimes qui osent parler. On est plus nombreux aussi. Hein. On est plus nombreux. Donc, il faut voir au niveau du taux, du pourcentage, effectivement. Et alors surtout, ces violeurs font beaucoup de victimes. Voilà. Donc là, on aborde, je veux dire, un nouveau chapitre. Hein, donc on aborde la victime, on arrive maintenant le violeur. Oui. Voilà. Et là, je dois dire, vous avez encore fait toute une série de remarques et d'observations
il y a quand même un beau panel qui existe, hein, avec chacun ses spécificités. Voilà, alors les spécificités, il faut les prendre avec des petites pincettes parce que ce n'est pas des catégories étanches, mais disons que ça donne, c'est toujours ça, hein, les typologies, ça vous permet de faire une classification, donc c'est un peu réducteur de manière générale, mais c'est intéressant pour rester efficace, on va dire. Parce que vous êtes, je veux dire, il y a des cas qui se déroulent dans votre entourage, il y a des cas qui se déroulent à l'étranger, vous voyez encore un nouveau procès, c'est chaque fois quelque chose qui vient alimenter votre raisonnement. Oui. Parce que chaque individu est presque différent. Oui. Chaque individu a été sournois par rapport à un autre. Oui, chaque individu est différent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de points communs. D'accord. Et c'est ça qui m'a, je crois, le plus interloqué quand j'ai été faire mes formations aux États-Unis, c'est de constater qu'en fait, il y a un cadre. Et les criminels aussi, c'était comme la médecine, quand on pouvait faire des diagnostics, ils rentraient dans des cases ou des catégories, voilà, globalement, quoi. Il faut s'en rendre compte, quoi. Il faut l'observer. Oui. Il faut l'observer. Oui, alors bon, eux, au FBI, ça faisait 40 années qu'ils travaillaient dessus, donc ils ont du recul, on peut dire. Ils ont des recherches sur 40 ans, c'est énorme, ce que nous, on n'a pas. Hein. On est accepté facilement chez eux pour découvrir? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi j'ai dû scier les côtes pendant 1 an pour être accepté. À ce point-là? Oui, parce qu'ils acceptaient personne d'extérieur. D'accord. Donc voilà, ils m'ont finalement accepté. Dans le cadre de votre travail maintenant, en retour avec cette expertise qui se peaufine à nouveau, comment êtes-vous accueilli en disant, écoute, tu roules dans les brancards, ou bien comment ça peut se passer? Ou bien non, c'est intéressant ce que tu nous apportes comme réflexion. Comment vos collègues ou bien votre profession reçoit-elle la chose? Ben, ça dépend. Hein. Ah. Ça dépend. Il y en a qui veulent rester sur leurs préjugés. D'accord. Et qui croient difficilement les résultats des recherches scientifiques. En s'y disant mais non, mais chez nous c'est pas comme ça. Donc ça, il y en a quand même certains, et puis il y en a d'autres, je reçois des petits mots tout à fait adorables de certains policiers qui me disent ça a changé ma pratique, ou d'avocats qui me remercient, ou voilà, il y a vraiment de tout partout. Et vous qu'on prend facilement des empreintes digitales, on devrait pouvoir prendre des empreintes génétiques tout aussi facilement. Donc les échantillons ADN. Oui. Ben, peut-être pas tout aussi facilement, parce que ça c'est quand même... Il y a une autre législation à ce sujet-là, je ne sais pas. Oui. Alors, vous voyez, c'est un peu le problème. Moi, ça fait depuis longtemps aussi que je me bats pour une banque ADN qui est bien alimentée, parce qu'une banque de données ne fonctionne que... Plus vous avez de données, plus ça fonctionne, évidemment. Et donc, tout dépend de la législation pour faire entrer ces données. Donc, au début, ils étaient très frileux ici en Belgique, et je me suis battue pour ça, mais maintenant ça va déjà mieux. Mais par exemple en Angleterre, ils ont une législation où si vous brûlez un feu rouge, ils vous prélèvent votre ADN. C'est quand même beaucoup, je trouve. C'est évidemment un aspect très positif, c'est qu'ils ont 3 millions de profils ADN dans leur banque, et que eux, quand ils font des recherches, ils trouvent souvent un match, comme on dit, donc ils identifient ou bien quelqu'un ou bien une trace. Donc ça, c'est évidemment une banque extrêmement efficace. Et chez nous, on ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'on pourrait la rendre plus efficace, ça c'est certain. Vous avez le viol dans la société, vous avez les viols lors des conflits, lors des guerres. Oui. Vous avez étudié les deux phénomènes? Alors non, moi je ne suis pas du tout une experte dans les viols en cas de guerre. J'ai écrit néanmoins pour dire évidemment que ça existe et pour le souligner et le dénoncer. J'ai fait référence à des ouvrages qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi. Voilà, mais je ne peux pas dire que je connais. Ce que je peux dire, c'est que voilà, ça part des mêmes bases. C'est toujours ce pouvoir, la volonté
d'avoir le pouvoir sur l'autre. Et alors c'est activé par une idéologie et une culture. D'accord. Donc ça c'est le général, mais dans la pratique, comment une jeune fille ose-t-elle s'adresser à vous? Ou bien comment vous découvre-t-elle? Par quel circuit arrive-t-elle chez vous? Chez moi? Pourquoi est-ce qu'elle arriverait chez moi? Mais pour peut-être se confier, ou avoir un avis, ou avoir une reconstruction. Comment cela peut-il se passer? Alors, moi, je fais des enquêtes, hein, donc je ne vais pas nécessairement voilà, reconstruire. Ça, c'était avant, ça. Oui, disons que ça, c'était aux urgences, donc maintenant, j'ai vraiment focalisé plutôt sur les enquêtes. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui prennent contact avec moi par LinkedIn, parce que je suis quand même sur LinkedIn. Voilà. Ça, c'est un réseau professionnel, donc ça, c'est... voilà. Souvent, les gens prennent contact avec moi par ce biais-là. Oui. Mais donc, dans le cadre des professionnels, il y a toute une éducation à faire de la part de ces différents corps de métier. Oui, absolument. Mais ils sont ouverts ou bien ils sont toujours... bon, père de famille, on sait traiter ça, madame. Écoutez, qu'est-ce que vous n'avez pas à nous apprendre notre métier? Ah, j'ai eu beaucoup ce genre de réaction. Beaucoup, vous n'avez pas à nous apprendre notre métier. Voilà. Ou alors j'ai même proposé gratuitement des formations au parquet et on m'a dit qu'on n'en avait pas besoin. Donc voilà, c'était il y a déjà quelques années, hein, donc maintenant peut-être que voilà, les choses ont changé, mais c'était quand même oui, assez interloquant. Quand vous préparez cet ouvrage que vous présentez aux éditions Plomb, comment est-il reçu chez Plomb? Ah, très bien. Alors là, d'abord, j'ai eu le fondateur des dictionnaires amoureux, parce que voilà, j'avais envoyé un synopsis chez lui parce que j'avais eu son nom. Et lui, il a réagi au quart de tour en disant que c'était extraordinaire et que voilà, on attendait la nouvelle directrice de Plomb, mais que donc il était très très enthousiaste. Et quand la nouvelle directrice est arrivée, elle m'a téléphoné en me disant « Je vous remercie d'avoir écrit un tel livre ». Ça a été très très bien reçu. Il y a eu quelque chose qui a été coupé, remanié, ou bien ils l'ont pris tel quel? Tel quel. Tel quel? Oui, tel quel. C'est moi qui l'ai retravaillé. Une fois qu'il avait été accepté, j'ai encore retravaillé dessus, mais c'est pas du tout à leur demande. Non, non, c'est tel quel. Vraiment, rien à redire. Même pas... la structure, non, ils étaient d'accord avec tout. Et au niveau, on parle de la France, que Plomb français, est-ce quel est le regard des Français sur votre ouvrage? Alors ça c'est une autre question, parce que pour le moment, mon ouvrage, il n'a pas une seule ligne dans les journaux français. Ah bon? Oui, alors, bon, j'ai beaucoup d'explications par rapport à ça, je ne sais pas quelle est celle qui est correcte, mais bon, voilà, pour le moment, en tous les cas, c'est comme ça. Vous n'êtes pas assez people, alors? Voilà. Vous êtes, voilà. Je ne suis pas assez people, ça c'est une des explications. En tout cas, en France, personne ne me connaît, ça, voilà, donc comme ils préfèrent quand même pousser les auteurs français, semble-t-il. Ça c'est une explication. C'est une explication, oui. L'autre explication, c'est que le monde de l'édition ne va pas bien à cause du Covid, et puis voilà, enfin, il y a toutes sortes d'explications. J'ose espérer qu'à un moment donné, quelqu'un va avoir le courage d'écrire sur ce livre. Et enfin, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas... C'est un livre qui sera intemporel par rapport à un roman qui va faire ces quelques mois, tandis qu'ici, bon, c'est un ouvrage de base qui ne demande qu'à germer, à faire germer dans l'idée des gens, tiens. Oui. Voilà. Il y a une idée de faire circuler une conférence ou... Oui, tout à fait. On a beaucoup d'idées pour des conférences. Une idée assez sympathique, c'est que bon, moi je fais un sport de combat que j'aime beaucoup. Et un jour en boutade, j'avais dit à mon prof, eh bien, écoute, moi je fais une conférence et puis après on fait une petite démonstration de self-défense. Voilà. Et il m'a pris au mot et ils sont en train d'organiser ça. Ça c'est génial, ça. Oui, oui. Donc c'est assez sympa, oui, je trouve, parce que après ça redonne quand même du mouvement, de la vie et un enseignement pour une défense de base. D'accord.
Mais Madame Zucker, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le petit tour, parce qu'on ne va pas trop dévoiler, mais je pense que c'est un ouvrage qu'on va être, je veux dire, très intéressé à faire une petite promotion. Merci. Parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses à découvrir pour découvrir les dessous des dessous. Et je pense structurer comme vous l'avez fait, agencé comme vous l'avez fait, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que je vous ai invité à venir me voir. Merci beaucoup. Merci de vous intéresser à ce thème aussi. Voilà. Merci. Au plaisir, Madame Zucker. Au plaisir. Mon ami.